Salut et bienvenue sur Secret d'entraîneur. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Stéphane Auduc, qui est entraîneur national en judo. Alors, Stéphane n'est pas sur les équipes de France qui feront les Jeux, mais sur la relève, donc les moins de 21, moins de 23 ans. Et donc, il se concentre sur les futurs Jeux Olympiques et comment révéler des talents qui existent déjà. C'est quelqu'un qui s'est occupé de plusieurs clubs qui étaient pas de haut niveau et qui les a amenés au top 3 national. Alors, c'est ça qui m'a interrogé, c'est de me dire comment ce mec a rendu la performance répétable. C'est vraiment le truc le plus important qu'on va aborder. Mais on va aborder aussi la communication, comment gérer son club, comment parler à ses athlètes et comment se remettre en soi en question. J'espère que l'épisode vous plaira. En attendant, place au sponsor et à bientôt. Tous les champions le savent, la confiance en compétition se construit à l'entraînement longtemps avant. Et pourtant, juste avant, quand tout a été bien fait, ce qui peut tout sublimer ou tout faire basculer, c'est le mental. Je m'appelle Jonathan Bellegroux, directeur de l'Institut de la préparation mentale, et juste avant votre épisode, laissez-moi vous parler un peu de notre travail. En préparation mentale, la méthode miracle n'existe pas. En revanche, ce qui existe, c'est la notion d'entraînement mental, dans un cadre clair, éthique, déontologique, accompagné par des professionnels passionnés du sport, ayant acquis certaines compétences. Car pour nous, la préparation mentale est une compétence. Et cette compétence peut intéresser les éducateurs sportifs, les entraîneurs et tous les membres du staff qui sont autour d'un athlète, car ce sont les premiers au contact de l'athlète au quotidien. La préparation mentale vise l'excellence des sportifs, IPM Sport vise l'excellence de la préparation mentale. Stéphane Auduc, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Secret d'entraîneur. Eh bien, merci de me recevoir. Qui es-tu ? Alors, Stéphane Auduc, 51 ans. 51 ans, dont, allez, on va dire 45 ans de pratique du judo et du sport en général, mais du judo en particulier. Passionné. Je suis aujourd'hui 5e dan. Je pratique le judo. Je suis entraîneur, aujourd'hui entraîneur à l'INSEP, donc en équipe de France. Je m'occupe depuis quelques temps de ce qu'on appelle le groupe relève, c'est-à-dire ce sont les juniors et les moins de 23 ans, plus quelques athlètes comme ça qui sont identifiés en équipe de France. Et puis voilà. J'ai eu comme mission l'équipe de France senior jusqu'au mois environ du mois de mai, les championnats du monde de Doha. Et puis dernièrement, on m'a demandé de m'occuper de la relève. Donc j'ai pris cette mission à cœur. On est en train d'organiser les choses, voilà. Je suis passé par les clubs pendant tout le reste de ma vie d'entraîneur et de professeur et puis de m'entraîneur. Rapidement, je suis passé par Lyon. J'ai été formé à Lyon dans un club qui s'appelle le Dojo Olympique, une famille de judo. Famille Valente. La famille Valente, exactement. Ça a été mes premiers professeurs, ceux qui m'ont donné le goût et la passion de ce sport. Ensuite, lorsque j'ai atteint la fin des années juniors, début des années seniors, je suis monté sur la région parisienne, au bataillon de Joinville. Quelques stages avec les juniors sur l'équipe de France junior, avec l'équipe de France junior, mais je dirais vraiment plus, je dirais en tant que partenaire qu'en tant que sélectionné. Ça m'a permis de toucher le haut niveau chez les plus jeunes et puis de m'approcher des plus costauds, des seniors. J'ai découvert ensuite donc l'INSEP. Ça m'a permis de développer pas mal de choses, de comprendre un peu ce qu'étaient les attendus d'un compétiteur de haut niveau. Une blessure assez importante est arrivée pendant le bataillon de Joinville, une fracture des cervicales pour tout vous dire. Donc ma pratique suite à cet accident-là était complètement différente. J'ai abordé le judo totalement d'un autre angle, ce qui m'a permis tout simplement de réfléchir beaucoup à ce que je faisais, ce que j'étais en train de faire, ce pourquoi je le faisais. J'ai continué la compétition, mais d'un niveau beaucoup plus, je dirais raisonnable.
puis voilà, j'ai appris mon métier mon futur métier de professeur puis d'entraîneur pendant ces années-là. Ça m'a permis d'aller dans un club comme Orléans, l'US Orléans, ça m'a permis d'apprendre, de comprendre qu'il y avait autre chose que le fonctionnement de mon propre club à Lyon. Ça m'a permis de découvrir d'autres horizons, de voir d'autres manières d'enseigner le judo, d'autres manières d'entraîner. Déjà passionné, donc très rapidement j'ai accroché. Une fois que j'ai passé mon brevet d'État d'ailleurs à Orléans, ça m'a permis ils m'ont demandé ensuite de rentrer sur le pôle France d'Orléans à l'époque en tant qu'adjoint. Donc j'étais adjoint de Franck Villeminet chez les garçons et de Thierry Marchand chez les filles. Alors là, j'ai encore appris une autre facette de ce qui pouvait être le métier d'entraîneur. Ça m'a permis de découvrir, ça m'a permis de côtoyer des gens, ça m'a permis de comprendre le métier. J'ai dû faire ça 3-4 ans à peu près. Et puis ensuite à la sortie de mes années orléanaises, il y avait ce club, Sucy-en-Brie, qui était à la recherche d'un nouveau souffle, qui avait déjà 20 ans d'existence, qui avait déjà une belle équipe, mais qui voulait se renforcer. Moi, j'avais peut-être 27, 28 ans à l'époque. Ils m'ont demandé si je voulais faire le judo avec eux. Bon, allez, allons-y. Et donc, le week-end, voilà, à ma sortie d'Orléans, la semaine, je travaillais sur Lyon dans des petits clubs. Et puis, le week-end, j'allais faire des compétitions avec Sucy Judo, dans l'équipe de Sucy Judo. Et puis, très rapidement, ça a pris. On a commencé à faire quelques petits résultats en équipe sympa. Et puis 2 ans après, en 2001, je crois, par là, ils m'ont demandé si je voulais prendre le poste d'entraîneur. Nous avions eu Christophe Brunet avant ça, Chichi, qui est ensuite parti sur Bretigny, puis sur l'équipe de France. Nous avions eu Pascal Locarini encore un petit peu avant. Et puis voilà, moi j'ai pris la suite de ces gens-là. Et puis voilà, 2001, 2002 à peu près. Et à partir de ce moment-là, ma mission, j'ai emmené ma femme avec moi sur la région parisienne. On a habité la région parisienne, et Sucy-en-Brie, puis on a développé le club avec les dirigeants de l'époque qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de me former, qui m'ont fait passer mon BE2. Et puis au fur et à mesure, on a monté le projet, on a fait évoluer le projet. Et puis comme tout le monde, on a été chercher des moyens de le faire évoluer. Et les moyens, c'était des moyens financiers. Là, pour le coup, c'était pas ma partie, mais on s'est appuyé sur la mairie, puisque on parlait des éventuels sujets tout à l'heure qu'on allait aborder. On pourra en parler. Il y a pas mal d'informations intéressantes peut-être à partager. En tout cas. Et puis, il y a une autre spécificité dans ma carrière d'entraîneur de club, c'est qu'on a, à un moment donné, mutualisé nos moyens humains, nos moyens financiers, nos compétences avec l'Olympique Judo Nice. Donc, en fait, j'ai pendant la deuxième partie de ces 20 ans, environ vers 2008-2009, on s'est associé, on a mutualisé nos efforts avec l'Olympique Judo Nice, Sucy Judo et Olympique Judo Nice. Il y avait l'Olympique Judo Nice m'a demandé de monter une équipe première division et de m'en occuper sur la région parisienne. Alors c'était assez intéressant parce que ça a permis à Sucy d'avoir des partenaires d'entraînement de haut niveau. Ça a permis à Nice d'avoir un entraîneur et un dojo pour travailler sur la région parisienne. Alors même si c'était l'Olympique Judo Nice, en fait, nous avions recruté des garçons, soit qui étaient de la ville de Nice, enfin de la région niçoise là, du sud, mais qui s'entraînaient sur l'INSEP. Soit certains autres garçons pour compléter, mais en général, on essayait de garder des gens du sud. Et puis, donc le gros avantage, c'est qu'on a réussi à créer un centre d'entraînement quelque part en parallèle de ce que pouvait nous proposer l'INSEP, qui était très bien. Donc on avait un tatami, une salle de musculation, on a mutualisé. Puis moi, ça m'a permis de faire que ça. C'est-à-dire que quand on connaît les finances des clubs aujourd'hui, en tout cas un club comme Sucy Judo ne pouvait pas se permettre de
de me financer un salaire assez conséquent pour pouvoir faire que ça. Donc j'étais obligé de travailler à côté les premières années. Et à partir du moment où on a mutualisé les hommes et les moyens avec Olympique Judo Nice, j'ai pu avoir un salaire un peu plus conséquent, ce qui m'a permis de faire que ça. Donc voilà, ça c'était aux alentours de 2010, par là, 2009. Et puis voilà, les deux clubs ont grandi ensemble. On a fait évoluer les choses, on s'est renforcés. On a été chercher l'Olympique Judo Nice qui avait le président Mohamed Othman avait une culture un petit peu différente de ce qu'avait Sucy Judo. Il n'avait pas peur d'aller chercher des compétences ailleurs. Donc on a eu Fred Roalen comme préparateur physique au départ. Ça a été assez court, mais en tout cas il a mis le pied à l'étrier il nous a mis le pied à l'étrier dans la préparation physique. Puis ensuite, Mathias Ricard, qui a fait toutes les années qui ont suivi avec Olympique Judo Nice. Donc, on mutualisait avec Sucy et Nice le financement des salaires de ces gens-là. Donc, ça nous a permis naturellement d'avoir des gens compétents et comment dirais-je, avec des coûts qui étaient abordables pour des clubs de notre envergure. Olympique Judo Nice a assez rapidement eu des résultats. A commencé par Loïc Pietri, qui a été champion du monde junior assez rapidement. Sofiane Milous, que j'avais fait venir à l'époque, qu'on avait fait venir, qui a été champion d'Europe en 2010. Donc voilà, ça a lancé le sujet. Du coup, Sucy a dit, mais si on était capable de le faire avec Nice, nous aussi, on veut ça. Donc tout le monde, ça a fait grandir tout le monde. Il y a eu un petit peu de défiance à des moments, mais c'était intéressant. Et en fait, voilà, on a ramené, je ne sais plus exactement, je ne tiens pas les comptes, mais pas mal de médailles à l'international, pas mal de médailles championnat de France, individuel, par équipe. Et puis ça a surtout mené des garçons voilà, sur le toit de l'Europe pour Sofiane, champion du monde pour Loïc, Axel qui a été plusieurs fois médaillé mondial, Lucas Mikidze qui a été médaillé olympique. Enfin voilà, c'est plein d'histoires. Et puis je ne parle même pas des équipes qui a été quelque chose d'incroyable pour nous. Voilà. Et puis ensuite, 2021, après les Jeux de Tokyo, voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de quelque chose avec les clubs. Moi, voilà, ma famille, justement, tu parlais tout à l'heure de cette importance de la famille, de l'organisation personnelle et autres, en parallèle au sport de haut niveau, au judo et toutes les contraintes qui y sont liées. À un moment donné, ça a été... voilà, je sentais que c'était le moment de changer. Et donc, on a décidé de rentrer en région Aura, avec ma femme et mes enfants. Et puis, la seule chose qui pouvait éventuellement me faire revenir en arrière, ça aurait été de rentrer sur le staff national. J'avais postulé, en accord avec les clubs pour lesquels je travaillais, j'avais postulé. Ça n'avait pas fonctionné la première fois. Et puis, changement de président, changement d'équipe. Et puis finalement, ils sont venus me chercher. Et aujourd'hui, je suis remonté en région parisienne. J'ai un petit appartement à Champigny, pas très loin de l'INSEP. Ma famille est en bas, on s'organise. Mes enfants, ma femme ont validé ce choix parce que les Jeux à Paris, parce que plein de choses. Et puis aujourd'hui, je m'éclate. Voilà. Oh, c'est cool. Voilà. Tu disais que tu as une mission sur la relève. Oui. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Parce que j'ai l'impression que tu as bien formé. J'aime bien former. Alors, pour être très franc, le projet de base, c'était l'équipe olympique. Hein, j'ai fait... en décembre 2022, novembre 2022, quand Baptiste Leroy arrive à la tête de l'équipe de France, il me demande de venir sur le staff. Quand vous êtes un passionné de sport de haut niveau, qui plus est d'entraînement, et qu'on vous propose d'entraîner une équipe olympique, feu. Donc... feu, voilà, on a fonctionné jusqu'au championnat du monde de Doha très bien, avec beaucoup de belles choses. Et puis voilà, à un moment donné, restructuration. Il a essayé de réfléchir un petit peu pour faire évoluer les choses, évoluer les postes, évoluer
son équipe. Il m'a demandé si la relève m'intéressait. Enfin, voilà. Puis bon, bah, je suis ici, je suis à Paris. Je ne vais pas rentrer chez moi comme ça. Donc, j'ai trouvé ça très bien. Et puis, voilà, on est en train de structurer les choses. On est en train d'essayer de trouver un moyen de faire mousser ça pour que dans les années à venir, on ait une belle équipe de France. Voilà. Aujourd'hui, Baptiste et l'équipe ont été positionnés en décembre 2022, donc c'est assez court. On n'avait pas beaucoup de temps pour s'organiser, donc ça a été très vite. Et puis aujourd'hui, regardez les résultats qu'ils commencent à avoir, c'est super intéressant. Donc ça a été très vite. Il y a eu beaucoup de très bonnes notes, mais puis quelques petites fausses notes, mais rien de méchant. Et aujourd'hui, voilà, ça s'organise beaucoup mieux. On va tous dans le même sens et c'est vraiment intéressant à vivre. En tout cas, j'ai adoré les championnats d'Europe qui viennent de se passer. Il y a plein de choses qui se profilent et ce à quoi on est en train de réfléchir, et quand je dis réfléchir, c'est vraiment le mot, hein, on est vraiment dedans, c'est de pouvoir travailler encore de manière plus judicieuse, plus précise avec les plus jeunes, la relève, justement. Il y a vraiment la prise de conscience de l'importance de ces athlètes pour le futur, quoi. Voilà, 2028, 2032. Hein. Il y a quand même 2028, 2032, oui, c'est ouais. ça. Ça va vite. Non, donc c'est passionnant. Moi, je suis super content d'avoir cette mission-là aujourd'hui. Ouais, mission qui est importante parce qu'il y a encore quelques années, ça n'existait pas. Alors, il y avait l'équipe de France junior. Senior. Et puis, il y avait un collectif dans lequel on allait piocher. Ouais. Voilà. C'était un fonctionnement. C'était le fonctionnement de l'équipe de France qui a ramené quand même pas mal de médailles sur les plus grands championnats. Hein. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a une autre façon de penser. Il y a une autre organisation. Un peu plus qualitative, non ? Je ne les mettrai pas en opposition parce que ce qui a été fait a été fait. Il y a eu des choses intéressantes. Ça nous a emmené je ne sais pas combien de titres mondiaux et olympiques. Donc, il y a des bonnes choses qui ont été faites. Aujourd'hui, il y a de nouvelles choses. Il y a de nouvelles façons d'entraîner. Il y a de nouvelles façons d'échanger. Il y a des nouvelles façons de se servir des compétences qu'il y a autour des judokas. Que ce soit les clubs, hein, le président, dès le départ, a clairement annoncé la couleur en disant, voilà, aujourd'hui, on a besoin de s'appuyer sur tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des clubs qui ont beaucoup de moyens, en tout cas plus de moyens que la grande majorité des clubs, et qui se sont organisés autour du très très haut niveau, sans citer de nom, mais je n'ai pas besoin de le faire, je pense que tout le monde sait de quel club je parle. Il y a vraiment une réflexion autour de l'accompagnement de l'athlète de très haut niveau, aussi bien dans les clubs que chez nous. Donc nous, on a nos points forts. L'équipe de France a ses points forts, a ses missions. Je pense que justement, les jeunes et la relève font partie des sujets qu'on doit traiter parce que tous les champions de France junior n'ont pas les clubs pour les accompagner au même titre que peuvent l'avoir un Teddy Riner ou autre. Donc je pense que c'est très important. Notre rôle est là, d'amener la base, le fond de travail, l'habitude et la régularité, comment dirais-je, la concentration, l'ensemble de tous les paramètres qui peuvent faire d'un athlète un champion quand ils sont jeunes. Et puis après, voilà, les clubs viennent amener leurs pattes, les entraîneurs de clubs. Il y a des entraîneurs de clubs aujourd'hui qui sont de très haute qualité. Hein. Je peux vous en citer 10, mais je ne le ferai pas parce que je vais en oublier quelques-uns. Il y a beaucoup de clubs qui ont vraiment des compétences au sein de leur structure et qui peuvent faire évoluer les athlètes. Donc, moi, j'ai été à un moment donné, des fois, quelquefois frustré parce que je pensais pouvoir faire quelque chose avec certains, les faire évoluer. Je n'ai pas toujours eu l'opportunité de le faire. Aujourd'hui, la politique de notre fédération, hein, de notre staff et de Baptiste qui en est le chef chez les garçons,
c'est justement de s'appuyer sur les compétences des clubs. Donc c'est bien. Oui, ça laisse une ouverture, comme tu disais, une vision qui peut correspondre à certains athlètes et peut-être pas à d'autres. Et ça laisse le choix à l'athlète de s'appuyer sur ce qu'il veut. Je pense que ce qui fait la force d'un athlète, justement, c'est sa singularité. Ouais. Si on est tous formatés de la même manière, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui sortent du lot. Par contre, s'il y en a un ou plusieurs qui ont un fonctionnement légèrement différent, qui arrivent à aller chercher dans leur club le petit truc qui va faire la différence, tant mieux. C'est vrai. S'il peut être champion du monde grâce à un conseil d'un entraîneur de club, mais tout le monde est gagnant. Aussi bien la fédération, la France, l'athlète, le club, le staff national, tout le monde. Donc, moi, j'ai aucun souci avec ça. Pas de guerre d'ego. Alors, pour le coup, je peux vous dire que si j'avais de l'ego, ça ferait un moment que j'aurais remballé les Gaules et que je serais rentré chez moi. Hein, parce que dans le judo, il y en a beaucoup. On est des combattants. Donc, quand on arrive dans un milieu comme celui-là, de compétition, bien sûr qu'il y a de l'ego. Maintenant, il faut savoir faire avec, il faut savoir contourner, il faut savoir aller, pas lâcher l'objectif et puis être capable de contourner les barrières, quoi. Et l'ego en fait partie. Ouais, c'est un sujet qui revient tout le temps, que les entraîneurs remettent tout le temps sur le tapis. Ah ouais. D'eux-mêmes. C'est-à-dire que même si j'en discute pas, hop, ça revient forcément dans. C'est normal. C'est normal. La discussion. C'est normal et encore plus. Mais alors, pour le coup, si je puis dire, je pense que ce qui peut être vu par certaines personnes comme une faiblesse, c'est-à-dire de réussir à mettre l'ego un peu de côté pour réussir l'objectif, pour moi, c'est une force. Parce que je suis persuadé que si justement on essayait de baisser le curseur égo chez beaucoup d'entraîneurs, et peu importe le sport, peu importe, on serait vachement plus efficace, quoi. Je partage ton avis à 200%. On serait vachement plus efficace. Vachement plus efficace. Parce qu'en fait, la problématique, c'est qu'à partir du moment où on se met à la place de l'athlète ou qu'on cherche le résultat, la reconnaissance, plus que la victoire, l'optimisation du projet de l'athlète ou autre, à partir du moment où on se met nous-mêmes, entraîneurs, en avant de tout ça, c'est pas possible d'avancer. Ouais. Ou c'est pas possible, ça avance. Mais en tout cas, on y laisse des plumes. C'est clair. Et l'athlète aussi. Et l'athlète aussi. Donc, quand on réussit à réussir à se mettre au service du projet, tout est possible. Tout est possible. Et l'athlète le sent, le sait. Je suis complètement d'accord. Restons dans les athlètes. Tu es donc sur la relève. Ouais. Il y a un thème qui te plaît bien, c'est l'évolution du volume et de l'intensité de l'entraînement pendant la formation de l'athlète. Donc de son entrée en club quand il est gamin à son arrivée sur l'INSEP. Ouais. Alors, comment est-ce que ça se fait, ce genre de choses? Ça, c'est un sujet vaste. C'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à ça dans le passé, que ce soit dans le judo ou dans d'autres sports. Je reste persuadé que la spécialisation précoce, c'est une hérésie. Qu'un gamin, pour être bon dans n'importe quel sport, il doit être le plus étoffé possible avant même de se spécialiser. Moi, j'ai 3 enfants, hein, j'ai un garçon, 2 filles. Avant de commencer le judo, ils ont fait d'autres sports. Ils ont touché à d'autres sports. Il y en a même qui sont la gymnastique notamment. La gymnastique, moi, en fait, ce qui m'a marqué et ce qui a encore une fois éveillé ma réflexion, c'était, j'ai eu la chance de faire des stages en parallèle avec Waldemar Liegen, double champion olympique, entraîneur du Racing, enfin bref. Et moi, j'étais jeune entraîneur à Sucy à ce moment-là, et je le questionnais parce que je voulais comprendre comment il avait pu faire ces exploits-là, quoi. Et il me disait, moi, j'ai pas fait, je pense ne pas me tromper en disant que je crois qu'il a commencé le judo relativement tard, vers 10 ans, un truc comme ça, 10-11 ans.
et qu'avant, il avait fait de la gymnastique. Donc, il avait développé beaucoup de paramètres, de sens, grâce à la gymnastique, la souplesse, le repère dans l'espace. Et les repères, etc. Et ensuite, il était passé au judo et au sport de combat. Et si tu regardes un petit peu dans les sports de combat dans les pays de l'Est, par exemple, c'est très développé. Et les mecs, à l'échauffement, on a eu la chance avec Suicide d'aller assez souvent en Russie et autres à l'époque. C'est très gymnique. Gymnique, Ouais. bam, 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 ça saute, machin. Et nous, c'est un peu moins le cas. Donc, avec Baptiste, justement, avec les équipes, là, aujourd'hui, on a tendance à essayer d'y mettre un peu d'acrobatie, déjà des roues, des machins, des trucs. Ouais. Et puis, franchement, on y trouve. Je pense que les gars, c'est intéressant dans l'esquive, dans la rotation. Enfin, bon, bref. La souplesse, le judo, c'est la voie de la souplesse quand même. Ouais. Justement, c'est rigolo que tu parles de gymnastique, parce que j'en discutais avec Hugo, qui est derrière la caméra, parce qu'on aime beaucoup parler d'entraînement. Ouais. Et je disais, mais nous, on nous apprenait à faire la roue sur les mains, sur une main, sans les mains, où tu vas devoir poser la tête. Donc, on commence un peu bas, tu poses la tête, tu fais ta roue, plein de trucs comme ça. Et c'est des choses que tu retrouves. Quand le mec te fait un tomoe-nage, tu as intérêt à savoir faire une roue si tu veux pas te le prendre, quoi. Et c'est des choses qui sont très peu développées. Donc, je me demandais si c'était justement culturel ou si c'était juste que personne n'y avait pensé. Est-ce que... Ça, tu me dis que tu l'as mis en place, mais c'est vrai que dans les clubs, on le voit très très peu, quoi. Comment te dire ? La gymnastique, en fait, toutes ces repères dans l'espace, le travail des repères dans l'espace, le travail de l'esquive, le travail de la réchappe, en France, on ne le fait pas beaucoup. C'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup. Et il y a certaines séances à l'étranger qui sont spécifiques de la réchappe. Ils sont capables de faire une séance complète que sur de la réchappe, de l'esquive et ainsi de suite. Et en fait, aujourd'hui, moi quand j'essaye de réfléchir à organiser mes séances, à Sucy, je prends l'exemple de Sucy, le mercredi, on avait une séance assez forte le mercredi soir. C'est là où j'avais un peu tout le monde, hein, les Niçois, les Suiciens, plus les extérieurs. On avait des fois des tapis à 50, 60 personnes. Et franchement, justement, plutôt que d'aller faire encore du randori français, hein, quand je parle de randori, c'est de la baston, quoi. L'erreur qu'on fait en France, souvent, c'est qu'on pratique le randori de la manière chiaï et on se trompe. Enfin, on se trompe quand on parle de randori alors que c'est du chiaï, mais... ce que j'essayais de faire, moi, c'est de mettre des thèmes de travail à Tori, mais des thèmes de travail à Uke aussi. Et ce qui nous aidait à justement, plutôt que de leur dire, voilà, le randori, c'est relâché, c'est pas trop... En fait, j'avais compris que ça servait à rien et qu'il fallait mettre des thèmes. Donc, ils ne savaient pas qu'ils faisaient randori, les mecs, mais en fait, ils faisaient tout simplement le randori. Donc, il y en avait un qui prenait la main, l'autre faisait que de l'esquive, que de la réchappe. Et si ça tombe, ça tombe. Et du coup, tu vois arriver des choses fantastiques parce que les mecs, s'en fout, c'est pas randori, c'est un travail à thème. Il n'y a plus la peur d'échouer. Il n'y a plus la peur de tomber. Il n'y a plus la peur de... L'esquive est privilégiée, donc les mecs, ils osent, ils se laissent démarrer, et en fait, tu vois des choses magnifiques. Et puis d'un coup, ça prend son sens, les gars prennent confiance, et puis tu vois arriver des choses, des attaques, des côtés d'attaque que les mecs imaginaient même pas être capables de faire. Et puis, de semaine en semaine, de mercredi en mercredi, voilà. Puis j'ai adoré jouer avec ça. Et quand j'ai pris la responsabilité de l'Institut du judo, à un moment donné, hein, au début de ma mission fédérale, à l'Institut du judo, à l'IJ, je me suis amusé à faire ces séances-là. Et ça a pris, et puis tout le monde se régalait. Bien sûr, il y a une forme de ludique. Et puis le gros avantage, c'est qu'après, quand tu commences à regarder un peu ce qui se fait autour, tu t'aperçois qu'il y en a d'autres qui se sont servis de ce travail-là et puis qui est reproduit. Ou alors des plus anciens qui le faisaient déjà. Mais je ne le savais pas. J'ai Guy Delvin, qui est un entraîneur reconnu. Et en fait, il m'a dit, mais ça, c'est génial, mais ça, je le faisais déjà. Et en fait, c'est là où tu dis, mais en fait, on n'a rien inventé, tout est simplement... C'est des questions de mode. Exactement, j'allais dire, c'est une histoire de mode. Un jour c'est fait, un jour c'est pas fait, on oublie, on referme.
On a l'impression de... Mais non. Tout ce à quoi on pense aujourd'hui, on a l'impression de... La vérité, c'est qu'il y en a d'autres qui l'ont fait ou tu ne le sais pas. Mais, voilà. Ouais. Et justement, est-ce que tu penses qu'il faut se rapprocher des anciens pour avoir ce genre d'informations, d'échanges? Bah, disons que l'avantage de parler avec les anciens, c'est qu'ils ont une expérience et une vision globale qui leur permet de parler de l'entraînement, pardon, de parler de l'entraînement, de parler du judo avec cette immense expérience des années, des lieux où ils sont passés, des personnes avec qui ils ont pratiqué. Après, le judo a évolué tellement vite ces 10 dernières années-là, que des fois, on ne se rend pas toujours compte. On a toujours tendance à dire « c'était mieux avant ». C'est plus le même sport. Avant, c'était différent. C'était pas mieux, c'était pas moins bien, c'était différent. Aujourd'hui, les règles font que ce qui suffisait de faire pour être champion il y a 20 ans, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Ça suffit plus. Et c'est pas en y remettant de l'agressivité, de l'engagement et du machin qu'on y arrivera. Pour moi, c'est pas le plus important. Il en faut de l'agressivité, il en faut de l'engagement pour être champion de judo. C'est un sport de combat. Bien sûr qu'il faut être agressif, il faut être engagé. Mais il y a aussi de la justesse technique, la justesse d'engagement, de la justesse dans tout ce qu'on propose, aussi bien dans les compléments comme la préparation physique, dans la manière de récupérer, dans la manière de se nourrir, dans la manière de travailler la technique. Il faut de la justesse de partout. Et plus on va être juste, plus on va être pointu dans tous les compléments, plus on a de chances d'être performant. Okay. Et aujourd'hui, des fois, on se noie dans le volume. En tout cas, on l'a fait dans le passé, se noyer dans le volume, ou se rassurer dans le volume, en oubliant le qualitatif. La qualité. Ouais. Et j'ai entendu des collègues parler, je me le disais aussi, et je pensais que j'étais le seul à le penser, mais j'ai entendu des collègues parler de qualité de quantité. Ouais. Ou de quantité de qualité. On l'a abordé avec Fred Roilen, justement. Fred fait partie des gens qui ont cette fameuse expérience, qui connaît très bien le judo. C'est un préparateur physique, mais qui connaît très bien le judo. Il était à la naissance, en tout cas quand moi je suis arrivé à Sucy Judo, il était l'entraîneur de judo, de préparation physique, mais aussi de judo. Parce qu'il ne le dit pas souvent, ça. Ouais. C'est un gars il faut savoir qu'il a quand même formé des gars comme Rémilien qui ont été champions du monde junior, Adrien Pain, dans un petit club à côté de Sucy, Villecrène. Il y en a des Julien Boussuge, franchement c'est un sacré formateur en judo. Il est très très modeste, Fred. Ouais, c'est dur de lui faire le faire parler de lui. J'adore parler avec lui parce que c'est un puits de science et de connaissances, et il partage avec humour, il partage avec amour. C'est génial. Non, c'est un mec génial. Je partage ton avis. Je l'avais invité pour le premier épisode de Secret d'entraîneur. Ça me tenait à cœur de l'inviter. Pour revenir sur le volume et l'intensité, comment est-ce que tu fais pour mettre une progressivité sur des jeunes dans ce milieu-là? La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas ce que les jeunes font dans leur club. Ouais. En tout cas, j'ai un exemple aujourd'hui de travail en la personne de Nicolas Chansaume, qui est un très bon formateur. Alliance Grésivaudan, j'habite à 50 mètres du dojo. Écoute, par hasard. J'ai vu plusieurs athlètes qui étaient dans ce club-là. Exactement. Et donc, je vois la progressivité qu'il propose dans ses cours. Alors, j'ai malheureusement en ce moment pas trop le temps d'y passer du temps, justement. Mais en tout cas, quand mes enfants pratiquent le judo là-bas, donc je vais voir un petit peu ce qui s'y passe. Et chez les enfants, il a la pratique de tout à l'heure dont je parlais de travail à thème avec de l'esquive, il est là-dedans. Il est il s'appuie sur ce sujet-là. Et des fois, j'ai des séances que je faisais le mercredi soir avec des mecs médaillés mondiaux. Je voyais la même approche, en tout cas, avec de l'esquive, l'un qui esquive, l'autre qui attaque. On se laisse tomber, on ouvre, on est posture, on travaille la posture, on travaille. Et je vois chez lui
les jeunes qui accrochent, ils peuvent faire quasiment du judo tous les jours. Ils veulent le faire alors avec plus ou moins d'intensité, mais à partir de, je pense, de Benjamin minime, les gamins, alors je dirais pas Benjamin, mais minime, je sais que les minimes, chez lui, il a des podiums au championnat de France minime. Hein. Son fils, il y a un petit qui s'appelle Lucien, je ne sais plus exactement le nom, enfin bref, il a plusieurs podiums minimes la même année. Au championnat de France, ces petits gars, je les vois passer devant chez moi, ils vont à la salle, ils arrivent avec leur vélo, pam pam, ils vont faire uchikomi, ils vont faire des fois de la technique, des fois du randori, des fois de... Mais en fait, ils sont tout le temps en activité. Même... Et puis ils ont une culture du travail. Et après, il n'y a pas de secret. Le petit Lucien qui est champion de France encore cette année-là, je minime, je ne sais pas s'il n'a pas 2 fois champion de France, je minime. Il prend son vélo, il va monter le col du Coq tout seul, sans dire à ses parents, bien sûr. Enfin bref, il y a quand même une démarche, même à partir des minimes, il y a quand même une démarche du champion qui est un petit peu différente de l'ensemble. Ça se sent, ça se voit. Après, c'est la qualité de ce qui est proposé. Nico il a passé son 6e dan, Nico Chansaume, là, de belle manière. Je crois qu'il avait 5 excellents sur son passage, hein, donc c'est quand même pas rien. Mais lui, il va donner. Je parlais de qualité de quantité de qualité. Lui, il va souvent appuyer sur la qualité. Donc je le vois faire. Et puis voilà, quand je vais sur les séances avec mes enfants, je me régale. Quand moi je vais pratiquer le judo là-bas, je me régale. Et puis tout le monde sait faire le randori. Moi, je randori, j'ai 51 ans, je fais randori là-bas, j'ai pas peur de me faire mal, quoi. Je me régale. Voilà. Donc, et puis ensuite, une fois qu'on a passé ce passage club, vous avez le pôle espoir, pôle France, et ainsi de suite. Dans les pôles, aujourd'hui, en tout cas, la fédération a un cahier des charges qui est sans cesse amélioré, en essayant de mettre les critères, les conseils de fonctionnement pour les pôles espoirs, pour les pôles France, et avec, entre guillemets, les prérequis que les athlètes devraient avoir pour grimper les étages suivants. Donc ça, c'est super intéressant. Est-ce que c'est suivi ? C'est un autre sujet. De partout, je ne suis pas certain. Je pense qu'on a vraiment un gros travail à faire de formation continue des gens qui vont avoir en main des athlètes ou des jeunes athlètes ou des futurs athlètes. Je pense qu'on a une vraie réflexion à avoir sur la formation continue des gens qui encadrent ces jeunes. Aujourd'hui, on voit bien que l'évolution du judo, si vous restez sur les basiques, si vous restez uniquement sur l'engagement, sur le kumikata et tout le reste, on voit bien que c'est voué à un niveau limite. Alors chez les jeunes, ça gagne. Celui qui s'entraîne plus, même s'il ne s'entraîne pas très bien, s'il s'entraîne plus, souvent il gagne. Et encore une fois, on revient à la qualité de quantité. Donc, essayer dès les premières étapes du club pour accéder au pôle et ainsi de suite. Moi, ce que j'aimerais, mais je ne suis pas le seul, hein, la DTN parle de ça tous les jours, les techniciens, les entraîneurs de pôle et tout, ils sont venus l'autre fois à l'INSEP, on a discuté, voilà, ceux qui ont des résultats au championnat du monde et autres, hein, et qui viennent de Nantes, de machin de trucs, les mecs... Quand tu parles avec eux, ils sont dans cette recherche de qualité. Hein. Il n'y a pas de quantité et de qualité. Ouais, c'est un des changements qu'il y a eu ces dernières années. C'est qu'avant, on voulait juste du volume. C'est ça. Maintenant, on veut du volume de qualité. C'est ça. Quitte à avoir un curseur un peu plus bas sur le volume général. C'est ça. Et puis, encore une fois, moi j'ai 50 balais, 51 ans. J'apprends tous les jours. Là, ce matin, j'ai regardé Fred Demont faire une séance technique. Je me suis régalé. Je comprends, j'essaye de comprendre, j'essaye de voir les détails. On n'est pas tous équipés avec les mêmes compétences. Moi, quand j'ai quelqu'un de meilleur que moi quelque part, je regarde, j'apprends, j'essaye de prendre ce que je peux prendre, même si je prends 1% de ce qu'il a montré, mais c'est magnifique. C'est toujours ça de plus. Et encore une fois, là, je pense qu'on est dans l'ego. Si on arrive à se dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'il peut m'apporter ?
qu'est-ce qu'il peut m'apporter, qui va me servir à donner aux autres. Je pense que c'est ça l'évolution d'un entraîneur. C'est sans cesse aller chercher. Je vois, je sais pas, je vois Criquet, Éric Despezel entraîner. Je vais me servir de certaines choses. Je vois Guillaume Faure faire technique, je vais chercher quelque chose. Je vois Christophe Gagliano entraîner, je vais chercher. L'arbitre, je vais chercher. Tout ce que je peux prendre, je prends. Peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas, mais en tout cas, tout ce qui me semble être judicieux, je vais chercher chez les autres. Et c'est passionnant parce que tous les jours, tu étayes ton... Tu découvres. Tu découvres et puis tu étayes tes compétences, tes connaissances. Ouais. Et est-ce que c'est justement cette quantité de qualité qui rend la performance répétable? Alors, il y a de la quantité de qualité jusqu'à un certain moment. Moi, je suis persuadé que la quantité, à un moment donné, il faut s'en taper aussi. Hein. Et tu peux me dire, il y a des gens qui disent, ouais, mais regarde, un tel, il ne s'entraîne pas, il a été médaillé olympique. Non, il ne s'entraîne pas. Tu l'as vu moins s'entraîner. Mais avant, il s'est tapé des choses que tu n'aurais peut-être jamais pensé qu'il aurait pu faire. J'ai cité des noms tout à l'heure dans les clubs dans lesquels j'ai travaillé. Les gars, ils ont l'impression que le mec, il ne s'est jamais entraîné parce que une fois qu'il a été médaillé mondial ou machin, il a travaillé différemment. Ouais, mais avant, il l'a fait, le volume. Je prends un Loïc Pietri, par exemple. Depuis tout jeune, il a eu un travail, alors suivi par Marcel, son papa. Il a eu un travail important lorsque c'était son père qui l'entraînait en club. Ensuite, il a eu un travail important dans son pôle espoir à Nice. Ensuite, il est passé du pôle espoir directement à l'INSEP. Et je peux dire que les premières années, il en a bavé, il en a chié. Mais à un moment donné, il a été chercher ça. Et il avait la chance d'avoir un papa qui avait déjà passé les étapes dans lesquelles les compétitions dans lesquelles il était passé à ce moment-là. Et du coup, qui lui a évité certains pièges. Et qui lui a amené de la qualité et de la personnalisation très tôt. L'individualisation. Une grosse force de Marcel. C'est-à-dire qu'il a des jeunes là, il les fait travailler encore. Et si un tel est un spécialiste, je te dis des bêtises, ou un aguet d'un contre, il va essayer d'améliorer le contre, de lui apporter autre chose, mais puisque tu sais bien faire ça, allez, on continue. Alors que très souvent, à contrario, on a certains entraîneurs qui, surtout quand ils ont été... lorsque les choses ont fonctionné pour eux, on a tendance à imposer à son athlète ou à l'athlète, c'est là où, pas à son athlète, à l'athlète, une façon de faire qui était souvent la sienne, puisque ça a marché pour moi, ça va marcher pour toi. Sauf que, non, on n'est peut-être pas organisé de la même manière que l'athlète, ou l'athlète n'est pas organisé de la même manière que moi. Et quand tu comprends ça, quand tu es entraîneur et que tu comprends ça, même si tu as été à très très haut niveau, après tu peux t'éclater. Pour en revenir à ce que tu disais, ça c'est super intéressant comme question parce que tu vois, je prends l'exemple d'un Axel Clerget. Aujourd'hui, il a 36 ans. Ouais. Pardon. Le mec, il est encore en course pour les Jeux. Il a envie. Il y arrivera ou il n'y arrivera pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il se donne les moyens. Et à 37 ans, il faut savoir que ce mec-là, à 20 ans, il était déjà sur le podium de Tournoi de Paris. Ouais. Le Master Tournoi de Paris. Je crois qu'il fait 3 au Tournoi de Paris en 80, une année. Dans la catégorie 80. Il me semble, je ne suis pas sûr de mon coup. En tout cas, il fait la finale du Master, alors qu'il avait 20 ans, 21 ans. Ouais, c'est énorme. Aujourd'hui, il a 37 ans et il est encore dans les tout meilleurs Français. Alors lui, il a cette particularité qu'il a performé tôt. Il a été rapidement mis dans les meilleures conditions, dans des conditions... Il a été rapidement sélectionné. Voilà, pardon. Rapidement sélectionné, mis à toutes les sauces. Et puis d'un coup, pataflo, il est tombé... Ouais, parce qu'il a disparu pendant quelques années. Il a disparu et ça a été très dur. Entre 2012, où il n'a pas fait les Jeux à Londres, et 2015, moi je l'ai récupéré en 2013
2013. On a commencé à travailler ensemble en 2013 à Sucy. Enfin, d'abord je travaillais pour Sucy, mais je faisais des piges pour Marnaval. Je suivais Marnaval et j'avais Nice aussi, mais bon, bref. C'était une organisation, il m'avait demandé de le suivre, donc voilà. Et puis au bout d'un an, il a dit, bon, écoute, j'intègre Sucy, et puis du coup, ça s'est fait comme ça. Mais ce garçon-là, à ce moment-là, son père m'avait dit, bon, écoute, Steph, voilà, je voudrais que tu le suives, je voudrais que tu t'en occupes, je voudrais que tu puisses travailler avec, essayer de leur redonner confiance et tout. Puis bon, là, on a redémarré, on a commencé par aller faire, je crois que c'était les championnats universitaires, championnat de France universitaire qu'il a gagné. Et puis du coup, il s'est réouvert les portes, il est parti, on a été faire des CO à l'époque, il a fait des podiums dans 2-3 CO, du coup ça lui a ouvert les portes du Grand Prix, puis du coup, en 2017, il est médaillé européen, et puis 2018, 2019, médaillé mondial. 2021, champion olympique par équipe, sélectionné olympique et champion olympique par équipe. Lui, voilà, dans l'idée d'évolution, mais on a perdu un temps. Il a perdu un temps entre 2012, là où il était en course pour essayer d'aller chercher la place au jeu. C'est Loïc d'ailleurs non pas Loïc, Alain Schmitt, pardon, qui l'a eu en 2012. Il était en baston avec Loïc Pietri en 81, avec Alain Schmitt et voilà. Bon, derrière ça a été difficile, il y a eu quelques années difficiles. Puis après, c'est reparti, quoi. Et aujourd'hui, il est encore là. C'est incroyable. Mais tu vois, la répétition, elle se fait, à mon avis, grâce à... Déjà, le gros avantage qu'a Axel, c'est tout le temps, il est dans la recherche pour la suite. Ouais, c'est-à-dire que ça marche avec dans une certaine configuration. Ok, une fois que c'est passé, une fois que la médaille mondiale elle est passée, comment on va faire pour aller chercher la suite? Et il rajoute, et il rajoute, et on rajoute, et on rajoute, et on accepte, et le club, et on essaye de tout s'organiser. Donc lui, il a eu la prépa mentale. Après, on lui a proposé, et là pour le coup, c'est le club qui a mis en place un suivi en préparation, en nutrition. Ouais. On avait un docteur en physiologie, à savoir Bénédicte Lepense, qui fait aussi de la force athlétique pour elle, donc qui connaît le sport de niveau. Qui est une auteure très connue. Voilà. Par le biais d'un kiné du club qui la connaissait, elle est rentrée dans le circuit. Le club a accepté de financer, comment elle s'appelle, Bénédicte Lepense et les apports qu'elle pouvait avoir. Au départ, c'était un peu difficile pour un club de dire « Attendez, je vais payer un docteur en physiologie pour des athlètes de judo, mais c'est un sport de combat, je comprends. » En fait, l'intelligence de Philippe Boucard et du président et autres, c'est qu'ils nous ont fait confiance. Donc, en fait, il avait son préparateur physique. Il avait une cellule, un petit peu comme Teddy Riner à sa cellule. Ouais. Il avait sa cellule préparateur physique, son coach de club, son suivi en nutrition, sa prépa mentale, en fait, tout ça directement organisé pour le faire performer. Et à partir du moment où la nutrition a été mise en place, le suivi physiologique a été mis en place, il a sauté encore une étape. Donc c'était quelque chose de nouveau. Et ça a été pour moi, ça a été un tournant. C'est-à-dire que les régimes, que ce soit grossissant ou mincissant en fonction des situations, ça te tape dans le système, ça t'use en judo, toutes les sports à catégorie de poids. On se rend bien compte que c'est un problème. On fait n'importe quoi, les jeunes. Des fois, j'ai accompagné des garçons, des athlètes, mais vous faites n'importe quoi. Et ça, c'est un point crucial pour moi. L'énergie, le gasoil, la gasoline que tu vas mettre dans le système, si elle est de mauvaise qualité, tu es persuadé que ton moteur il va fonctionner de travers et que tu vas avoir des soucis à un moment ou un autre, que ce soit dans la compétition, dans l'entraînement, la blessure ou autre, c'est sûr. Donc, et ça, c'est très individuel aussi, c'est très personnel. Tu as des gens qui consomment un peu plus de glucides que de lipides, et si tu ne comprends pas ça,
Si tu fais des régimes, ça a marché le régime pour moi, c'est comme tout à l'heure, je te parlais de la Ouais. technique en judo. Ça a marché pour moi, fais celui-là, c'est bon, tu vas perdre 3 kilos. Tu fais ça, tu es sûr que tu as une chance sur 2 de passer à côté. Donc, ça fait partie des détails hyper importants. Et la préparation physique, par exemple, c'est pareil, c'est un complément. Ça doit venir en complément de judo. Ça ne remplacera pas le judo. Mais par contre, plus tu l'adaptes au profil de l'athlète, plus tu as des chances d'optimiser Carrément. le sportif, la performance et le reste. Et en fait, très souvent, je sais que 10 x 10 en machin, c'est bien, ça a marché pour lui, ça va marcher. Mais non. Peut-être que lui, il a une fibre lente, peut-être que lui, il a une fibre rapide, peut-être que lui, il est plus tonique. Et quand on comprend ça, quand tu joues sur tous ces paramètres-là de manière judicieuse, le mec, Il explose. il explose. Donc en fait, si je comprends bien, c'est vraiment intégrer l'athlète dans un projet global de performance. Donc toi, tu tires un peu les ficelles et tu vas chercher les bonnes ficelles à amener. Ouais, j'essaye de chercher les bonnes ficelles, j'essaye de trouver, de différencier aussi ce qu'on lui propose par rapport à l'adversité. J'essaye de voir ce qui se fait ailleurs. J'essaye de comprendre, la complexité de chacun des athlètes. Tu sais, là, on a parlé de plein de choses, nutrition, machin, patin, couffin, mais il y a aussi comment dirais-je, le suivi social, le suivi la personne qui habite loin de l'INSEP, c'est tout à fait différent de celui qui habite à l'INSEP. Celui qui va se taper 1h30 de transport le matin avant d'aller à l'entraînement, il n'est pas dans les mêmes conditions que celui qui se lève, qui déjeune et qui va sur le tapis. Celui qui a les moyens de se payer les compléments alimentaires adaptés à la performance, il a beaucoup plus de chances d'être efficace sur son entraînement que celui qui a mangé un bout de pain et du beurre parce qu'il n'a pas les moyens de se payer la confiture. Ouais, carrément. Et aujourd'hui, ce qui est super intéressant et ce que tout le monde ne comprend pas, c'est que être athlète de haut niveau en judo, en tout cas, ça demande un investissement et un engagement incroyable. Et on ne peut pas se permettre de faire ça par-dessus la jambe. En tout cas, si on veut des résultats mondiaux ou olympiques. On peut pas se perdre. Enfin, c'est très compliqué d'être obligé d'aller travailler à côté, même s'il y en a qui le font, je le sais. Et parce que l'adversité s'est organisée, parce que les pays... Aujourd'hui, il y a plus de petits pays en judo. Même s'ils ont des fois deux ou trois athlètes, les mecs, ils sont entraînés, ils sont suivis, ils ont les moyens de travailler. Et nous, en France, on a cette chance. On a la chance d'avoir la possibilité, en s'organisant, de faire les choses bien. Aujourd'hui, le président de la fédération a insufflé la Pro League. La Judo Pro League. Tout le monde, la Judo Pro League. Pour expliquer, c'est une sorte de championnat première division qui fait s'affronter des clubs avec différents tours. C'est pas vraiment des clubs, c'est des franchises. Des franchises, ils appellent ça des franchises, un petit peu comme le basket. Voilà. C'est ça. C'est des franchises. Voilà, tu as un nom de franchise, je te dis une bêtise. Allez, l'OL, puisque je suis lyonnais, qu'elle n'existe pas, comme ça je suis tranquille. L'OL judo, boum, tu peux aller chercher des mecs, tu organises ta truc, tu peux aller chercher des gens de ta région ou pas, voilà. Et puis tu vas pouvoir aller faire combattre tes gars, les rencontrer d'autres gars une fois dans la semaine. Il y a un combat par semaine pendant 6 semaines. Et puis les équipes qui passent, les équipes qui restent, les équipes qui passent sur le carré final ou pas. Et en fait, c'est pour pouvoir participer à ça, ils sont obligés d'aller chercher des gars pour compléter leurs équipes. Il y a un petit peu d'argent qui circule pour les athlètes. Et pendant que tu es en train de prendre 2-3 sous pour aller combattre en Pro League, ça te permet de ne pas être obligé d'aller donner des cours de judo pour pouvoir finir les fins de mois. Alors, il y a des avantages. Ça, c'est le côté avantageux. Et puis, tu t'habitues à la compétition, tu t'habitues à la situation, tu t'habitues à combattre, à être arbitré. Alors, même si les règles sont un petit peu différentes, mais
le fait de répéter ça, tu balayes au fur et à mesure tous les petits points d'accroche qu'il peut y avoir. Parce que certains, on sait très bien que le stress les fait louper certaines compétitions. Enfin, bref, tu t'entraînes à devenir un compétiteur, à performer. Et je trouve que c'est intéressant. Après, c'est un petit peu embêtant parce que le calendrier est déjà bien chargé, notamment pour les internationaux. Et c'est pas toujours facile de mettre ça au milieu. Ouais. Mais en tout cas, pour les gens qui sont du niveau en dessous de l'équipe de France, c'est génial. Les mecs, ils peuvent aller chercher, aller faire des combats régulièrement, arbitrer. Et il n'y a rien de mieux que le combat arbitré pour s'entraîner à performer. Et en plus, ils vont chercher un petit peu de pesetas. Écoute, moi, j'y vois pas beaucoup d'inconvénients, si ce n'est que des fois, ça arrive que ça tombe au mauvais moment, qu'il y a des blessures, qu'il y a des machins, ou que tu es en train de préparer une compète individuelle et puis tu as ta Pro League qui vient, machin, tu te dis merde, bon. Il y a quelques petits points. Parce que le système n'est pas encore adapté à ça. C'est ça. C'est probablement. Mais en tout cas, elle mérite d'être là, cette Pro League, et je trouve que c'est pas mal. C'est un point positif, et pour les combattants, voilà, ça les aguerrit, ça leur donne des compétences supplémentaires, je pense. Voilà. Pour digresser un petit peu, tout à l'heure tu parlais des sports à catégorie de poids dont le judo fait partie. C'est quelque chose qui est souvent problématique, parce qu'on a des athlètes qui perdent énormément de poids. Mais on a vu en 2012 à Londres, les Russes qui finissent première nation, avec plusieurs athlètes qui font aucun régime. Ouais. Là, ça avait choqué le monde du judo en disant mais on peut performer sans faire de régime, c'est pas possible. Est-ce que justement avec la Pro League, qui demande quand même de la répétition régulière, est-ce qu'il y a certains athlètes qui abandonnent finalement leur ancienne catégorie de poids pour monter au-dessus, ou une catégorie où ils ont moins de difficultés à rester, ou on est toujours sur les mêmes problématiques de perte de poids extrême très rapide? Alors, moi, je pars toujours de la performance. Je pars de la performance. Ouais. Quand tu pars de la performance, le but du jeu, c'est d'optimiser tous les leviers, d'optimiser tous les sujets, d'optimiser tous les paramètres pour réussir à performer. Lorsque tu t'entraînes, lorsque tu prépares une compétition, que tu t'entraînes et que tu as, allez, on va dire, 8 kilos à perdre, naturellement, tu vas perdre en qualité d'entraînement. Tout à l'heure, on parlait de quantité de qualité. De quantité de qualité. À partir du moment où tu vas perdre tes kilos, peu importe, je dis 8, c'est peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu plus, peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est à partir du moment où tu es déjà tu es obligé de tirer sur la couenne, entre guillemets, pour pouvoir faire le poids. Bien entendu, tu peux pas te permettre de perdre ton poids la semaine qui précède, quand tu as tant de kilos à perdre. Donc, tu es obligé d'anticiper. Donc, tu vas réduire les quantités. Tu vas réduire naturellement, même si on dit non, j'ai bu jusqu'au bout, on va réduire les quantités aussi de flotte, en machin, en patin. Et on va s'entraîner des fois plus. On va essayer de faire plus. Pour transpirer un peu plus. Pour transpirer un peu plus. Et en fait, au lieu de faire de l'affûtage, au lieu de faire du réglage de machin, on va faire encore du long pour essayer de... Et en fait, on se trompe, et à chaque fois, on perd un peu de pourcentage de qualité. Et en fait, quand tu fais aujourd'hui le circuit international, c'est 5-10 compétitions dans l'année à faire. Alors, pas toujours, hein. Il y en a qui ont la chance de ne pas être obligés d'en faire autant, mais on va dire, allez, en moyenne, 7-8. Bah, tu multiplies ça par le nombre de semaines, ça fait 16 semaines. 16 semaines sur 52 où tu ne t'entraînes pas correctement, où tu te sèches la gueule tout en restant poli, où tu manges pas comme il faut, tu t'exposes à la blessure. Et en fait, quand tu multiplies ça par le nombre d'années, tu t'aperçois que le mec, en fait, il a 1 an de retard de travail par rapport à celui qui n'a pas fait de régime. Et chez les jeunes, alors, la relève, les jeunes, aujourd'hui, et Baptiste, alors là, pour le coup, il est très... Baptiste Leroy, aujourd'hui, pousse les jeunes à oser monter de catégorie, à oser aller voir ce qui se passe dans la quête du dessus, parce qu'ils ne voient pas à court terme, ils voient à plus long terme. Donc moi, ça va dans le sens de mon travail aujourd'hui avec la relève, c'est d'essayer de leur faire comprendre que si tu es fort en 81 kilos, tu seras fort en 90. Si tu es fort en 60, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas fort en 66 si tu pèses 66 kilos facilement. Carrément.
On a peur, c'est des craintes, il n'y a pas de risque. Mm. Tu as moins de risques de te blesser en 66 qu'en 60, si tu fais 66, 67 kilos. C'est sûr. Alors après, il y a des choix à faire lorsqu'on est à l'approche de Jeux olympiques, de choses comme ça, qu'on est dans le coup dans une catégorie, que tu fasses l'effort de perdre un peu plus que la moyenne et que tu prends un peu de risque, je peux l'entendre. Ça peut se calculer. Mais quand tu es un cadet, quand tu es junior, et que les mecs ils se tirent sur la couenne à plus de 5-6 kilos, mais les mecs ils sont fous, ils sont malades. Et à terme, je sais que ce mec-là, il va se blesser, tôt ou tard, il se blessera. Que la performance sera altérée, c'est quasiment sûr. Et que si ça se trouve, il a peut-être été champion de France, mais qu'il aurait pu être champion d'Europe ou champion du monde dans la catégorie du dessus. Ouais. Mais tant que tu n'as pas compris ça, et puis tant que tu n'as pas réussi à faire comprendre ça aux professeurs, aux entraîneurs, aux athlètes, on en revient à la formation continue. On en revient. Qui peut effacer un petit peu le poids culturel, justement. C'est ça, c'est de la culture. Alors, bien sûr, oui, ouais, mais regarde, des mecs, ils arrivent, les Géorgiens, ils arrivent, ils font 8... Mais on s'en fout des Géorgiens, on n'est pas des Géorgiens. Ouais. Ils ne sont pas taillés normalement. Après, c'est encore un autre problème, ça. Encore un autre sujet. Ouais. Mais on est dans une dynamique... on est dans une dynamique qui est en train de changer. Et là, pour le coup, franchement, Baptiste, il a mis un coup de pied dans la fourmilière. Et alors, ça faisait marrer les gens. Hein. Ah bah tiens, il monte, machin, là. Il a fait monter plein de gens dans les catégories du dessus. Je pense à Hugo Métifio, qui fait champion de France ce week-end, qui est monté il y a peu de temps. Ouais, mais ça, pour le coup, c'est lui qui a... Oui. Mais il avait déjà cette culture. J'avais eu la chance de le suivre sur le Pôle France. Et pareil, il disait non, à un moment donné, j'essaierai pas de descendre, je monte. Hein. Ouais, lui par exemple, championnat du monde junior, et il n'a pas été faire son championnat du monde junior parce que à cause du poids. Ouais. Ça lui a servi de leçon et justement, il a travaillé différemment derrière. Ouais, ça vaut le coup de se poser la question. En attendant, lui, aujourd'hui, il s'entraîne à sa manière, il fait sa life, et il a été performant ce week-end. Ouais. Performant au championnat de France. Voilà. Et ça reste une belle performance. Moi, c'est super ce qu'il a fait. Ça tourne à droite, ça tourne à gauche, en CO, en machin, Chimata ou en Nage, Yokotom, c'est génial. J'ai appelé son club, je les ai félicités, parce que c'est des gens que je connais. Après, la question, c'est qu'est-ce que tu veux faire de la suite? Qu'est-ce que tu as envie? Voilà. Ça, c'est toujours la bonne question. C'est la question qui va se poser. Ouais. Et je rebondis sur les clubs. Tout à l'heure, on parlait des clubs qui n'avaient pas forcément de finances. Comment ça se fait? Et comment est-ce qu'on fait pour aller en chercher quand on est un club? C'est super compliqué. Moi, je suis passé par la province. Excuse-moi. Moi, je suis passé par la province, donc je sais comment ça se passe dans une ville comme Lyon. Ouais. Je sais comment ça se passe dans une ville comme Orléans. J'ai vu comment ça se passait. Comme Sucy. La région parisienne a un fonctionnement différent. La région lyonnaise, par exemple, lorsque tu vas voir le maire de ton arrondissement, que tu lui dis, voilà, je suis un club de judo, je veux faire du haut niveau, machin, il en a tout le tour du ventre des clubs. Et des gens qui connaissent machin, qui veulent aussi des subventions, des ceci, des cela. Donc, ok, je te fais une petite aide, allez, un chèque de 2000 balles. Et puis déjà, tu es content quand tu es club de judo, que tu as une petite subvention. A contrario, quand tu es dans une petite ville comme Sucy, il y a 20 000 habitants, c'est beaucoup plus facile d'aller de mettre ta mairie dans un projet comme celui-là. C'est-à-dire que tu peux rapidement avoir de l'impact pour la ville. Quand tu as un club qui a 400, 500 licenciés, 600 licenciés, là, c'est pas le haut niveau qui fait les 600 licenciés. Ce qui a fait les 600 licenciés, c'est les profs qui prennent tes petits, qui les font évoluer, qui leur apprennent à machin. C'est eux, pour moi, qui nous ont amené les 500 licenciés. Et après, par-dessus, ils ont mis un projet haut niveau. Ils n'ont pas fait l'inverse. Donc, en fait, le fait d'avoir beaucoup de licenciés, ça veut dire que tu as des parents. Quand tu as des parents, ça veut dire que tu as des potentiels gens qui vont dans les urnes. Ça veut dire que quand tu es prof de judo avec 5 ou 600 licenciés,
tu multiplies par 2 parce que tu as 2 parents, bah, ça fait 1000, 1200. T'as un machin. bon poids Sur 20 000 politique. habitants, ça fait un pourcentage possible et intéressant de gens qui votent pour toi. Donc quand tu vas voir une mairie, que tu leur dis voilà, moi j'ai 600 licenciés, je vais dans. Bah, peut-être que c'est intéressant pour eux aussi d'avoir un club de judo qui vont dans leur sens et qui fonctionne. Et puis en plus, voilà, le judo, sport éducatif. On se respecte, on se salue, on se dit bonjour, on est en pyjama, mais c'est sympa. Une mairie, elle est friande de ça. Et puis voilà, je pense que ça a bien matché entre moi, à l'époque où je suis arrivé au club, c'était un vieux monsieur, le maire, il était gentil comme tout, il adorait le sport. Et au départ, il a mis le pied à l'étrier de Philippe Boucard, qui était le directeur technique. Il l'a fait rentrer à la mairie, donc il a été directeur des sports, Philippe Boucard. Donc, quand tu as un directeur technique du club qui est aussi directeur des sports de la ville, eh ben après, c'est un peu plus simple pour avoir les utilisations des salles, pour avoir une salle de musculation adaptée, pour utiliser le terrain de ceci, de cela. Donc, en fait, au-delà de l'aspect financier de subvention, tu as aussi l'utilisation des structures qui est facilitante. Quand tu as le maire et le directeur des sports en direct au téléphone. C'est beaucoup plus simple. Et après, quand tu lui expliques, voilà, on va essayer d'emmener quelqu'un aux Jeux Olympiques. Ah ouais, pour faire parler de la ville de Sucy, de ceci, de cela, boum, boum, boum. Et en fait, on a monté Philippe Boucard, pour le coup, là, c'est pas moi, hein, c'est Philippe qui a continué à travailler dans ce sens-là et qui nous a aidés, qui a aidé le club à se structurer sur l'aspect financier. Après, je pense qu'on aurait pu être encore meilleur pour aller chercher des financiers, comment dirais-je, des privés, des financements privés. Encore un autre point, quand vous avez des conseils, maintenant on dit conseil général. Ouais. Il y a conseil général, conseil départemental. Ouais, c'est général et régional. Ouais. Voilà, il n'y a plus départemental. C'est ça. Conseil général, par exemple, dans le Val-de-Marne, par exemple, pour Sucy-en-Brie, à chaque fois qu'on emmenait un athlète en compétition internationale, en CO, on avait 50% du déplacement qui était pris en charge. Ben donc, quand tu as des athlètes dans ton équipe et que tu sors 3, 4, 5 fois dans l'année à l'international, ben tu es content d'avoir la moitié de ton déplacement qui est pris en charge. Et ça, à Lyon, ça ne marche pas. Ça n'arrive pas. Alors, je dis Lyon, mais c'est d'autres régions. Hein. Donc, c'est de la subvention aussi. Et quand tu rencontres des athlètes et que tu dis, voilà, on a une belle équipe capable d'être championne de France, mais nous, quand tu viens, peut-être qu'on ne t'aidera pas beaucoup financièrement parce que tu n'as pas encore le niveau, mais par contre, on va te sortir à l'étranger, on va t'emmener parce qu'on sait qu'on a une aide. La différence, elle se fait là. Donc, on a... Entre la mutualisation avec Olympique Judo Nice, entre les aides spécifiques de la ville, les aides spécifiques, l'utilisation, c'est tous ces détails qui, à la fin, ont fait qu'on a réussi à gagner 3 fois les championnats de France par équipe, qu'on a des mecs sur des podiums mondiaux ou olympiques. Voilà. Okay. Donc il faut aller s'entourer des politiques et des privés finalement pour lever un peu des fonds. Quoi. Alors la suite, aujourd'hui, c'était comment dirais-je, les collectivités sont beaucoup financées. Ont financé le sport jusqu'à aujourd'hui. 2024 a été un peu un booster. J'ai très peur de ce qui va se passer après. C'est ce que j'allais te demander justement après les Jeux, ça va s'effondrer, non ? C'est pour ça que si j'ai un conseil à donner à mes collègues ou à mes amis ou les clubs de n'importe quel sport, c'est de prendre le virage du privé maintenant, d'avoir une avance sur les autres, parce que ça sent pas très bon. Alors peut-être que je me trompe, mais quand tu entends les Florent Manodou qui critique le sport, la manière dont le sport est traité en France, on sent que ça va peut-être être un petit peu plus difficile, mais peut-être que je me trompe et qu'au contraire, ça va se développer, qu'il va y avoir des belles médailles à Paris, et qu'on va pouvoir surfer sur la vague encore quelques années. Mais on sent bien que c'est fragile, en tout cas. Qu'est-ce qui peut susciter des entreprises privées à sponsoriser un club ? Je pense au judo, où on ne peut pas faire de pub sur les kimonos, sur les judogi. Très franchement, c'est une question que je me pose tous les jours, parce que je pense que c'est le futur challenge des clubs. J'ai plein d'idées.
Ça commence par tu vas dans une entreprise, ne serait-ce qu'apprendre à tomber, c'est tout con. Apprendre à tomber correctement. Tu prends tous les directeurs du Crédit Lyonnais ou du Crédit Agricole. Et on coupe. Ça, pas de problème. Du Crédit Agricole. Et tu leur apprends à faire des roulades avant, des chutes arrière, des machins. Il y a des choses à aller chercher. Un champion de judo, quand tu l'entends parler de son projet, de la manière dont il a managé son projet ou qu'il a été managé dans son projet, les objectifs qui se fixent, les méthodes, la méthodologie qu'il met en place pour améliorer ses performances et tout, un chef d'entreprise ou un directeur commercial, il va trouver un parallèle, c'est sûr. Il a tout à apprendre. Il a tout à apprendre. Moi, j'ai des amis qui sont très haut placés à droite, à gauche, chez Leclerc, à droite, à gauche. Leclerc, je fais attention à ce que je dis. Enfin bref, dans des entreprises, quand je leur parle de la manière dont on travaille, mais putain, mais ça, ouais, pour mes équipes, c'est super, machin, patin. Enfin, donc il y a plein de choses à faire. Il y a plein de parallèles. Après, il faut être novateur. La Pro League, par exemple, pour moi, c'est un aspirateur à partenaires. Le mec, tu ne vas pas lui prendre une journée complète ou un week-end complet à l'autre bout de la France. Tu as une rencontre sur 2 qui se fait dans ta région. Et en plus, ça dure 2 heures. Ou 1h30. C'est comme un match de foot. Mais oui, je vous invite. Tu les mets bien, tu les mets au bord du tapis, machin, un petit peu d'interview, un peu de ceci, un peu de cela. Tu peux les faire rêver. Et là, tu peux afficher ce que tu veux autour de ton tatami. Tu peux mettre ce que tu veux sur ton judogi. Tu peux mettre ce que tu veux sur ton... Voilà, il y a plein de choses à faire. Et se servir un peu du modèle qu'a utilisé le jiu-jitsu brésilien, par exemple. Alors, là, on arrive dans un sujet avec lequel je sais pas ce que je peux dire ou pas, mais en tout cas... Tu es libre. Ouais. Ce que je peux te dire, c'est que je pense que le judo, on a toujours eu ce côté social. Ouais. On a toujours eu ce côté social. On a toujours... Maître Jigoro Kano, quand il a créé le judo, il nous a mis tous en blanc pour justement qu'il n'y ait pas de différence entre le chef d'entreprise et l'ouvrier. Ça, c'était top. Donc, on a toujours fait attention à ça. On a toujours essayé de tirer les cotisations le plus bas possible dans les clubs pour que ça tourne. Moi, je pense que quand tu as une expertise d'un club ou d'un entraîneur ou d'un professeur eh ben, ça se paye. Le jiu-jitsu brésilien, par exemple, tu vas t'entraîner, tu vas te payer une cotisation annuelle, c'est rarement en dessous de 200, 300, 400 balles, voire... non, mais pour les adultes, je dis ça, je parle plus. pour la province. En Paris, c'est 500 balles et plus. Tu vas t'inscrire à une compétition, c'est 250 balles. Nous, je pense qu'on ne sait pas se vendre. On ne sait pas se vendre. Parce qu'on a pris l'habitude d'essayer de tirer les prix. Les trucs. Donc c'est très bien, parce qu'on touche beaucoup de monde. C'est un gros avantage, c'est cet aspect social qui est fort. Mais par contre, pour faire vivre un professeur dans un club correctement, c'est difficile. Et par contre, on lui demande à ce gars-là d'être tous les soirs au club et tous les week-ends en compétition. Alors oui, il a ses journées libres. Mais le soir, tu ne vois pas ta famille. Et le week-end, tu vas en compétition. Et pendant les vacances, tu es en stage. Et là, je te parle d'un professeur. Je ne te parle pas d'un entraîneur. Pour peu qu'il ait plusieurs catégories d'âge à gérer, le gars, il est dehors tout le temps. Et par contre, on lui donne 1500 balles par mois. Pour les gens qui sont bien payés. C'est pas possible. Pas possible d'aller chercher de la qualité, encore une fois. Le mec, il n'a pas le temps d'aller se former en plus, puisqu'il est tout le temps au charbon. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut faire un choix entre le montant des cotisations, le nombre de... Il faut réussir à réguler ça. Il faudrait qu'on arrive à se vendre un petit peu plus cher, à vendre le judo un petit peu plus cher. Et est-ce que tu penses que le modèle associatif, finalement, il n'arrive pas un peu à épuisement par rapport à la société qui évolue et ce système qui reste finalement comme il y a 50 ans? Moi, c'est un peu l'idée que je me fais de ça. Ouais, et tu vois, tu parles de cette scission, à un moment donné, il va falloir payer. Et je pense qu'on va, dans le judo, comme dans beaucoup d'autres sports, être obligé à un moment donné pour payer les structures, pour payer tout.
tout à fait. On en revient à... Tous les sujets sont liés, hein, aux subventions ou aux aides des collectivités. Les collectivités, quand elles te mettent un dojo à disposition avec les fluides, avec tout, petit à petit, ça va s'estomper, ça. On le sent bien. On le sent bien. C'est difficile aujourd'hui d'avoir une salle... alors, il y a les 1000 dojos, là, c'est génial. C'est subventionné, c'est ceci, mais dans 2-3 ans, là, une fois que tout ça va être un petit peu en sous-jacent, ça va picoter un petit peu, mais je suis optimiste parce qu'on a cet avantage en judo, c'est d'avoir cette capacité d'adaptation. On trouvera des solutions. Bien sûr. Et on a des dirigeants qui sont ultra engagés et qui sont tout le temps dans la réflexion, au même titre qu'un athlète de haut niveau va chercher un moyen d'évoluer. Je peux vous dire que Steph Nomis, il ne dort pas. Hein. Ouais. Et son côté entrepreneur, ça. Ah putain, moi de start-up, souvent, alors des fois c'est dur à suivre hein, quand on a l'habitude de fonctionner. Là, je peux vous dire que lui, il vous met au défi tout le temps et c'est génial. Moi, j'adore ça. J'adore, parce qu'il prend des risques, parce qu'il ose. Alors, des fois, des fois, ça dérange. Hein. Bien sûr. Ça peut même être maladroit des fois, mais je sais que le fond est bon, donc ça m'éclate. Et je pense qu'il faut qu'on arrive au fur et à mesure, tout en restant bienveillant, mais à bousculer, à faire bouger les lignes, à oser prendre des risques et à oser aller chercher des subventions, des aides, des privés, il y a plein de choses à faire. Je lis, moi je m'amuse à lire un petit peu les posts des profs de judo dans leur région, tout ça. Il y a Bruno Douet qui a plein de super idées, il essaye d'aller chercher des moyens. Alors il dérange dans ses paroles, dans ses trucs, mais au moins il réfléchit, il ose, il tente. Et ça, je trouve ça génial. Et en fait, quand tu parles un petit peu dans les régions avec les gars, tout le monde a son petit truc à lui, sa manière d'aller chercher un petit peu de financement à droite, à gauche. Mais une fois que tu as fait le tour des mairies, des conseils départementaux et généraux et machin, que tu as fait la boulangerie, les marchands de fleurs, le truc. Après, c'est là où le réseau est important. Ouais. C'est là où le réseau est important. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de la subvention privée, du sponsoring privé, la question que tu posais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui peut intéresser une boîte à financer un sportif ou des sportifs ou un club. L'image, on n'est pas très, très, très télévisuel encore. C'est compliqué. Non, je pense que c'est de vendre essayer de vendre la qualité de notre enseignement, apprendre à se parler les uns les autres, à mélanger un petit peu les religions, les couleurs, les nationalités. On s'en fout, on tape. On est tous habillés avec un morceau de tissu, on a un autre morceau de tissu pour tenir la veste, et puis on fait la bagarre, on joue, on s'amuse, on se développe, et puis voilà. Et l'idée de Jigoro Kano, ça a toujours été ça, c'était de développer le corps et développer la tête, et faire de nous des hommes. Aujourd'hui, c'est bien, mais comment on peut transférer ça dans l'entreprise ? Est-ce qu'il faut faire pratiquer le judo ? Est-ce qu'il faut apprendre à tomber ? Est-ce qu'il faut aller dans les EHPAD pour aider les personnes âgées quand ils s'entravent à pas trop appréhender la chute ? Il y a plein de choses à faire. Il y a une question qui m'a été... une idée qui m'a été soumise, pourquoi pas réfléchir à intégrer des sports un peu plus médiatiques dans notre giron là, des disciplines associées. Ça, c'est un autre sujet. Je suis pas trop, mais... Je vais basculer sur le dernier point que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est le coaching, la communication. Coaching, communication. Alors, on est déjà à 1h20 d'enregistrement. Je peux dépasser. Allez, ça va. Donc, coaching, communication, je me rappelle de t'avoir vu quand je traînais sur le bord des tatamis des compétitions nationales. Tu étais un des coachs les plus calmes que je voyais. C'est-à-dire pendant les... Pas toujours été le cas, mais... Quand moi, je te voyais, en tout cas. J'ai cette image-là. Mais je te voyais assez calme, très peu d'informations et pas d'émotions trop perceptibles. Est-ce que c'est quelque chose que tu as justement développé ? Donc, j'ai l'impression que oui.
Et comment est-ce que tu es arrivé à cette solution-là ou cet état d'esprit-là? Coaching, je suis passé par toutes les phases. Je suis passé par toutes les phases et en fait, l'expérience te fait développer au fur et à mesure des méthodes qui sont de plus en plus efficaces, je pense. Ouais. Et plus tu montes en niveau, plus tu suis des athlètes de niveau important, plus ton coaching il doit être précis et millimétré. Et en fait, j'ai appris à coacher. J'ai appris, encore une fois, quand tu es sur la chaise d'un Loïc Pietri, si tu lui dis de la merde, il va même pas, il te regarde même pas, il en a rien à foutre. Donc tu as intérêt d'adapter ton truc. Ouais. Déjà, quand tu dis des trucs bien, des fois il n'écoute pas. C'est notre problème. C'est notre problème. Donc donc en fait, Pietri a Clerget, en fait tous les athlètes et peu importe le niveau en fait. À partir du moment où le mec il est dans la performance, tu es obligé d'aller chercher de la justesse. Et après, encore une fois, il y a de l'individualisation dans le coaching. C'est-à-dire que tu en as certains, si tu lui mets pas 3 claques dans le dos, si tu le remontes pas comme une pendule, si tu le fais pas monter à 200 pulsations avant de partir à la bagarre, il va arriver, il va dire, là, je me sentais pas bien. T'en as d'autres, il faut les calmer. Un Clerget, faut nettoyer tout ce qu'il y a autour, faut qu'il n'y ait pas d'interruption, faut pas qu'il y ait d'interférence, faut que ce soit souple, faut lui rappeler que c'est que du sport. Et une fois que tu as compris ça, qu'un tel ne fonctionne pas comme un tel, les clés, les boutons, moi je parle de boutons d'activation ou des boutons des leviers ben une fois que tu as compris ça, que tu sais où appuyer, après c'est du bonheur. Mais pour ça, il faut bien connaître ton athlète, il faut bien connaître l'athlète avec lequel tu travailles. Il faut connaître ses leviers, il faut connaître ses sensibilités. J'ai fait des conneries pas possibles dans le coaching. Hein. J'ai dit des choses, des fois, je me dis, aujourd'hui, j'ai des athlètes qui me rappellent quand tu m'avais dit ça. Wow. Mais j'ai honte. Ouais. J'ai honte. Je ne citerai même pas tellement j'ai honte. Mais j'ai été très loin. Mais en fait, ça s'appelle l'expérience. Et aujourd'hui, moi, ce que j'adore, c'est m'adapter à ce que j'ai en face de moi. Et comment est-ce que tu fais pour connaître tes athlètes, justement? Est-ce que c'est par l'observation, la communication? C'est de l'observation, c'est de la proximité, c'est de la capacité à passer du temps avec lui. Moi, ce que j'aimais beaucoup faire lorsque j'étais en club, et aujourd'hui encore sur les équipes jeunes, là, et pareil sur les équipes de France, c'est passer du temps avec eux. Au tout départ, en fait, en préparation physique, je prends un exemple. Tu t'assois à côté d'un mec en train de faire du développé couché. Il a un peu de temps de repos. Tu discutes, pam, pam, hop, hop. Il repart sur le développé, machin. Fin de séance, tu prends 10 minutes, un quart d'heure pour discuter avec lui. Tu sais si ça se passe bien avec sa copine. Tu sais si son examen final du mois prochain, il est bien préparé. Et en fait, ça t'évite de faire des conneries encore une fois, dans la gestion de l'intensité et du volume ou de ce que tu lui demandes. Peut-être que cette compétition-là, qui est une compétition de préparation, il ne faut pas la mettre ce mois-ci parce qu'il a son examen de truc. Sauf que si tu ne discutes pas avec lui, et s'il n'a pas, lui, la présence d'esprit de t'en parler, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas deviner que la veille, il a fait le mariage de son arrière-grand-père, je dis une connerie, hein, mais, et que il ne sera pas d'aplomb le week-end suivant, ou ainsi de suite. Il y a plein de choses comme ça. C'est pour ça que j'aime connaître l'athlète, j'aime connaître ses sensibilités, j'aime savoir ce qui va chez lui, j'aime savoir ce qu'il fait avancer, j'aime savoir ce qu'il déteste, j'aime savoir, parce que ça t'évite des conneries. Et encore une fois, on est dans le petit pourcent qui va faire la différence. Si le mec, la veille, il s'est fait plaquer par sa gonzesse, ça ne sert à rien de l'obliger à venir en préparation physique ou de l'obliger à faire une compétition le week-end suivant de préparation. Il n'a pas la tête à ça. Tu risques de le perdre, il va perdre ou ça va mal se passer, ou s'il se blesse parce qu'il est ailleurs, tu vas t'en vouloir. Non. Mais tout ça, et en fait, tu t'aperçois que plus tu t'adresses à des athlètes de très haut niveau, plus leur projet est très ciblé, et du coup, tout le reste,
c'est de moins en moins important. Mais ça reste là quand même. Ouais, l'environnement a toujours une importance. L'environnement, connaître l'environnement. Je pense que l'environnement social est important, l'environnement social, familial, ainsi de suite. Je pense que la connaissance des forces et des faiblesses de chacun, voilà, que ce soit psychologique, physique, les profils, le profilage individuel, ça pour moi c'est super important. Il y a quelques temps, on avait parlé avec la fédération, Stéphane Nomis m'avait donné un projet en main avec un groupe restreint. Bon, finalement, ça n'a pas duré dans le temps, mais il y avait un truc super intéressant, c'était de travailler sur une longue période avec un groupe restreint. Et le gros intérêt que j'avais identifié dans ce projet-là, c'était justement de pouvoir profiler individuellement les mecs et de pouvoir aussi bien l'aspect mental, l'aspect physique, l'aspect social, faire l'ensemble, prendre tous les paramètres possibles et justement jouer avec les curseurs et faire en sorte de les emmener vers une pratique d'optimisation et de... Bon, finalement, ça s'est pas fait et en fait, il ne faut pas non plus perdre trop de temps à vouloir tout calibrer au millimètre. Si ça reste un sport de combat, il faut se mettre sur la gueule et être capable de finir debout alors que l'autre, il est soit au sol, soit il a abandonné. Mais malgré tout, aujourd'hui, les autres nations s'organisent. Elles s'organisent, elles ont d'autres paramètres, elles jouent les anglo-saxons, prennent beaucoup de paramètres en compte. Je vois la performance globale des Canadiens, par exemple. Ouais. C'est impressionnant. Elle est vraiment en train de monter. Tu mets le nombre de licenciés judo en France et le nombre de licenciés au Canada. Tu vois le ratio résultat, machin. Tu dis... ah ouais, carrément. Comment ils font? Même la Belgique. La Belgique, avec la Belgique en plus. Avec les deux fédérations. C'est un truc de malade. Ouais. Donc, je pense qu'on a encore du travail, même si je te promets qu'il y a beaucoup d'évolutions dans plein de domaines. On le voit depuis quelques années. Je suis de loin maintenant. Ouais. Mais on voit l'évolution de mentalité et des entraîneurs qui... je prends toi qui n'avais pas de parole sur le plan national, qui commence à en avoir et à diffuser une façon de faire, une vision à tout un staff qui finalement restait dans des acquis, je pense, c'est mon avis extérieur, ça ne tient qu'à moi, mais qui restait sur des acquis de quand ils étaient déjà eux à tête. Ouais. Donc avec peu de remise en question. Alors, il y en a toujours un petit peu, mais par rapport à ce qu'on voit arriver depuis 4-5 ans sur les équipes de France, et même la Fédé de manière générale, on voit qu'il y a du mieux. En tout cas, c'est mon avis externe. Ouais, mais il y a plein d'évolutions. Il y a plein d'évolutions. Il y a plein de gens qui sont dans cette réflexion d'optimisation de la performance. Après, tout ce qu'il y avait avant, on n'est pas jeté loin de là. Ouais, il y a plein de choses à aller chercher. Carrément. Tout ce qui va se faire demain, il n'y aura pas que du bon non plus, c'est sûr. Certain. On va se tromper, mais c'est pas grave. Il faut qu'on continue à essayer de faire évoluer nos manières de faire, nos méthodes. Les mettre là, aujourd'hui, tu peux me dire ce que tu veux. On fait un championnat d'Europe chez les garçons. Ça a été intéressant. On a vu des belles choses. Ça gagne, ça perd, ça machine. Mais c'est un des meilleurs qu'on ait vu depuis très longtemps, je pense. Depuis un bon moment. Ouais. Comme par hasard, il y a une structuration un petit peu différente. Alors, ce qui se faisait avant, des fois, bien sûr qu'il y a un peu de chance, ceci, ça le fait joue aussi. Toujours, bien évidemment. Mais en France, ça aide. Mais les jeux vont être en France. Donc, il y a plein de paramètres et je te promets qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est passionnant. Et puis tout le monde est en train de comprendre cette façon de penser là. Et très franchement, encore une fois, c'est pas Baptiste, il nous aide à passer des étapes qu'on n'aurait peut-être pas réussi à passer. C'est difficilement entendable, hein, même moi qui aujourd'hui suis un peu... j'étais sur l'équipe olympique, je descends, mais je reconnais les points forts et les points faibles. Le point fort, c'est aujourd'hui, ça avance. Le résultat, il est là. Tous les jours, je vois tous les jours comment ça se passe et ça bosse. J'avais bien aimé la vision de Rodolphe Boucher, qui est entraîneur des équipes de France de gym masculine.
qui disait qu'en fait, on avait tendance à mettre les meilleurs entraîneurs sur les équipes olympiques et seniors. Et lui avait une vision un peu opposée à ça, en disant les meilleurs entraîneurs, il faut peut-être les mettre avec les jeunes, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'insuffler cette envie de performer chez les jeunes, et ils ont besoin de beaucoup plus de choses que des seniors qui sont déjà formés, en fait. Tout à fait. Donc, souvent, on voit le fait de passer sur une équipe senior à une équipe cadette, par exemple, nationale. On dit, oh merde, je me suis fait rétrograder. Alors que finalement, si on a cette intelligence de dire, les jeunes, c'est quand même beaucoup plus dur à entraîner que des adultes qui maîtrisent beaucoup de choses, quoi. Alors, comment dire ce qui est super intéressant chez les jeunes, c'est qu'ils arrivent avec une certaine... comment dirais-je, une certaine... ils sont pas vides parce qu'ils ont au contraire ils ont plein de choses, mais il y a une ouverture. Ils sont neutres. Quand tu t'adresses à un jeune, ils n'ont pas trop de certitude encore. Pas trop. Ouais. Ça, c'est un point fort. C'est super agréable. Parce que tu peux dire, tiens, regarde, essaye comme ça, peut-être que ça va te correspondre. Ça correspond pas, mais t'essayes. Le mec, il essaye. Un jeune, il va essayer. Un plus ancien avec des certitudes, des fois, c'est super compliqué. Et quand tu lui dis, tiens, allez, vas-y, engage-toi, travaille au sol, ose aller au sol, machin. Oh, non, mais moi, le sol... mais j'ai été déjà champion sans faire du sol, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Ah ouais, mais t'es champion, mais si tu veux rester champion, on en parlait tout à l'heure, si tu veux répéter, il faut peut-être aller chercher d'autres choses. Et c'est pas toujours évident. Alors moi, je passe pour un casse-couille parce que le nez au hasard, parce que ça fait partie intégrante de ma philosophie. Le nez au hasard, ça doit être systématique. Je suis pas le seul à penser ça. Hein. Et il y en a d'ailleurs de plus en plus aujourd'hui dans le staff qui le pensent, qui le font et qui le font appliquer. Mais à l'INSEP, il y a quelques années en arrière, quand je demandais ça en tant qu'entraîneur de club, il y en a certains qui me disaient, mais non, on perd notre temps au sol, machin. Et aujourd'hui, quand tu vois ce qu'est capable de faire Axel Clerget au sol, c'est une machine. C'est une machine. Et t'en as d'autres. Hein. Tu regardes les Japonais, que ce soit les féminines ou les masculins, ils ont tous au moins un ou deux trucs au sol. Tous. Une sortie de jambe, un retournement. Akimoto, il mettait à tout le monde son truc. Enfin bref. Les Espagnols en ce moment, main dans la ceinture, blam, à droite, à gauche, dans un sens, dans l'autre. Tu veux pas travailler au sol? Écoute, pour moi, tu vas souffrir. Ben oui. Ouais. Et alors, que ce soit le sol en tant qu'attaquant, parce que si tu attaques au sol automatiquement, il y a l'autre, il défend. Donc, les deux travaillent. À l'inverse, celui... Si tu travailles jamais au sol, ni en attaque, ni en défense, si personne t'attaque, tu ne travailles pas tes défenses. Donc, en fait, encore une fois, on se trompe. On se trompe. Donc, même si toi, tu ne veux pas être un spécialiste au sol, ça ne te plaît pas, au moins, essaye d'attaquer, tu rends service à ton partenaire qui est dessous, à l'entraînement. Et ainsi de suite. Et en fait, tout est dans ce système-là. Ah, j'ai peur d'attaquer, je préfère être fort sur les mains, machin. Ouais, mais si tu es fort sur les mains, mais que tu ne sais pas déclencher un mouvement, ça va te servir à quoi? Ouais, mais je ne prends pas de risque, comme ça, je ne me fais pas contrer. En partant dans ce principe-là, comment tu veux avancer? Non. Lâche, ose, fais-toi contrer 1 fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois. Peut-être qu'un jour, ça passera. Et puis, de fil en aiguille, tu améliores le mec dans son attaque, tu améliores le mec dans le compte, tu améliores la posture, tu améliores... Moi, je parle beaucoup de posture. La posture. J'ai appris des choses. Encore une fois, en 2016, j'ai tenté le professorat de sport pour entrer au ministère. J'étais entraîneur de club, mais j'aspirais à rentrer sur la fédération. Donc, j'ai passé le professorat. Et en fait, durant ce professorat, on a des formations. On a une formation à l'INSEP qui était super intéressante. Et il y avait un moment, une partie qui était l'analyse vidéo. Donc, on a appris à... Alors, moi, je le faisais à ma manière. Je regardais mon ordinateur et puis je notais ce qui m'intéressait, ce qui ne m'intéressait pas. Et hop, je faisais un débrief avec l'athlète. Là, il y a une grille de lecture de la vidéo avec, en judo, 5 grandes familles. Il y a ce qui se passe avant le contact.
Entre un maté, un hajime et un maté, en fait, il y a un segment. Ce segment, à l'intérieur de ce segment, tu as 5 colonnes. Sur ces 5 colonnes, tu as ce qui se passe avant le contact. Tu as le contact. Tu as la préparation d'attaque. L'attaque et la finalisation. Et ça se répète à chaque fois. Hajime, maté, tu retrouves ces 5 familles-là à chaque fois, sans exception. Des fois, ça s'arrête là, ça recommence là, ça va jusque là, ça recommence là. Mais quoi qu'il arrive, on a ça. Et une fois que tu as compris ça, que tu arrives à délimiter ces actions-là, c'est super simple, quand tu regardes un combat de judo, de dire, bah tiens, toi, ça pêche dans ce qui se passe avant le contact, parce que le déplacement n'est pas bon, parce que ta première main n'est pas bonne, parce que tu as peur, parce que tu as les mains en bas. Donc voilà. Tiens, là, c'est super positif, parce qu'une fois que tu es posé, tu dis, mec, c'est toi le patron à 2 mains. Ok, là, c'est bon. Vert. Là, tu es rouge, là, tu es vert. Préparation d'attaque, il n'y en a pas. Orange. Là, l'attaque, elle est bidon, puisque ta préparation n'est pas bonne. Donc, rouge. Et puis, il n'y a pas de finalisation. Allez, hop, on sait où travailler. Et tu fais ça sur tout le combat, et ben, tu as des axes de travail principaux. Et ça aide à être précis. Ça aide à être pertinent. Et ça aide à valider, à faire valider à la tête là où ça pêche. Des fois, tu lui dis, ouais, mais regarde, ce qui se passe avant la saisie, c'est pas bon. Mais quand tu as la preuve écrite, factuelle, en vidéo, marquée noir sur blanc, que son truc est pas bon, c'est beaucoup plus simple à faire entendre. Et du coup, tu as des thèmes de travail. Ça a été exceptionnel. Ça a été ça a été super pour moi parce que j'ai appris à organiser mon travail de manière plus précise. Et tout ça, je m'aperçois que c'est transférable. Tu vas dans un cours de Benjamin, je dis une bêtise. C'est la même chose. C'est la même chose. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu prends une pelle à chaque fois que tu... Parce que quand tu viens, tu donnes ta manche, tu donnes ton truc. Voilà. Essaye de travailler à 2 mains plutôt que de travailler à 1 main. Et en fait, tu regardes... Tu peux même t'amuser à très jeune à leur dire, voilà, tiens, aujourd'hui, on va travailler dans cette colonne. Ouais. Ce qui se passe, le déplacement sur un droitier ou un gaucher, c'est pas le même. Si tu veux faire un mouvement avant, c'est pas la même préparation qu'un mouvement arrière. Et tiens, à chaque fois, tu lâches le kumikata à ce moment-là. Et puis, en fait, tu peux les repérer très tôt là-dedans. Et je pense que c'est une grille de lecture qu'on peut proposer dans les clubs, dans les pôles espoirs, dans les pôles France. Et quand on arrive à l'INSEP, les mecs... Ils maîtrisent. T'arrives, aujourd'hui, on va travailler dans ce truc-là parce que toi, tu pêches ici. Ouais, ok, d'accord. Il sait exactement où on va aller. On va gagner du temps, de la précision. Et tu les impliques dans ce projet-là. Sur le pôle France, quand j'étais prépa physique, j'ai discuté beaucoup avec les jeunes. Tu étais à Marseille, toi. À Marseille, ouais. Et je leur disais, ayez des micro-objectifs. Et ça correspond un petit peu à ça. C'est regarde ce qui ne va pas et force-toi à échouer, mais en prenant les bonnes informations. C'est-à-dire que je sais que lui, il me met ultimata à chaque fois. Ben, qu'est-ce qui fait que je me le prends? Est-ce que c'est parce qu'il me saisit et que je suis complètement verrouillé et je suis obligé de le suivre? Est-ce que c'est mon déplacement? Est-ce que c'est parce que je ne fais pas bien quelque chose? Donc j'ai poussé à analyser ça. Et en fait, derrière, les mecs, ils venaient me voir et ils me disaient, putain, lui, en fait, j'ai compris que si je faisais ça, bah là, ça fonctionnait. Tu vois. Ouais. Et je disais, bah oui. Et donc souvent, ils venaient me demander, parce qu'on avait un rapport, j'avais peu d'écart d'âge avec eux. Et ils venaient me voir en me disant, putain, toi, tu dois avoir peut-être la solution avec tes profs. Non. Une fois sur deux, je ne l'avais pas. Je disais, mais regarde, les entraîneurs, ils sont là. Va lui demander. Puis ils ont commencé à discuter un peu. Et puis, ah ben, ça marche. Et puis, hop, tu vois, tu faisais monter comme ça. Et on arrive un peu à ce système de feu rouge, feu vert. Parce que si tu impliques l'athlète dans sa progression et qu'il n'est pas juste là, bon, aujourd'hui, je dois faire 150 uchikomi, ok, bon, allez, c'est parti. Ben non, si tu réfléchis pourquoi est-ce que tu le fais, et comment tu le fais, et comment tu dois le faire, et voilà, et à quoi ça sert, ben c'est génial. L'une des phrases que je raconte, que je donne le plus à l'intérieur de mes séances, c'est mettez du sens à ce que vous faites. Complètement. Chacune des actions doit avoir une relation avec la finalité, c'est d'être champion. Comment tu fais pour être champion? Pourquoi je fais uchikomi comme ça? Pourquoi je vais tirer sur la manche? Tire sur la manche. Le mec, il ne sait pas pourquoi. À quoi ça sert de tirer sur la manche? Ouais, mais ton mouvement est trop lent. Tu fais tomber doucement, c'est trop lent. Ok, d'accord. Pourquoi? Ça sert à quoi de le faire tomber fort? Ben, ça sert à chaque fois que tu fais une répétition lente, tu dénatures ton mouvement. À chaque fois que tu fais une répétition lente du chikomi ou de nagekomi, tu dénatures. C'est-à-dire que tu entraînes ton corps à le faire doucement. C'est complètement... Ah, ou alors tu es blessé, tu le fais doucement parce que tu reprends, machin, c'est une chose. Mais quand tu es en pleine bourre,
ton entrée, tu regardes les uchikomi. Moi, c'est simple. Je prends les meilleurs du monde, en ce moment, les japonais. Tu regardes un uchikomi japonais, tu vois l'impact qu'il a sur le haut, tu les entends. Pourquoi ? C'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'il y a une entrée, il y a de la prise de vitesse, il y a de la positionnement, il y a de la geste juste. Et à chaque répétition, ils peuvent faire tomber. Exactement. Et en fait, à partir du moment où tu mets du sens à chacun de tes mouvements, tu optimises chacun de tes mouvements, tu optimises chacune de tes répétitions. Et la différence entre un mec qui sait pourquoi il le fait et l'autre, 3 mètres plus loin, qui le fait parce qu'on lui demande de le faire, à la fin, le gap se creuse. Un mois, déjà sur une séance, tu vois la différence. Sur un mois, tu vois la différence. Et sur un an, et puis alors, sur une carrière, il y en a un qui est champion du monde et peut-être champion du monde. Et l'autre peut-être champion de sa rue. Okay. Non, mais voilà, donc c'est passionnant. C'est passionnant. On va passer aux questions de la fin. Ouais. Quel est ton plus grand échec en tant qu'entraîneur ou professeur? Alors, je vais te dire un truc qui va peut-être paraître bizarre, mais à ce jour, à l'instant où je te parle, j'ai jamais formé une ceinture noire. Voilà, c'est mon plus grand regret. J'ai accompagné plein de gens, j'ai accompagné des gens extraordinaires, j'ai appris mon métier avec plein de gens, j'ai côtoyé des grands champions, mais j'ai pas pris un gamin ceinture blanche et je l'ai pas amené à ceinture noire. Ça viendra peut-être. À ce jour. Pour toi, c'est quoi un bon entraîneur? C'est comme les chasseurs. il y a des bons entraîneurs et puis il y a le mauvais entraîneur. Le mauvais entraîneur, c'est celui qui prend le judoka et boum. Et puis le bon entraîneur, c'est celui qui prend le judoka et boum. Non. Pour moi, c'est le bon entraîneur, c'est celui qui arrive à accompagner quelqu'un, à en faire un homme qui remplit ses objectifs. Si, en tant qu'entraîneur, tu arrives à répondre à cet objectif-là, tu es un bon entraîneur. Et il faut accepter aussi que les objectifs de chacun des athlètes ne soient pas les objectifs que toi, tu as pour eux. Si tu comprends ça, après, il faut réussir à le lire, ça. Il faut réussir à le comprendre. C'est pas toujours évident, mais à le lire. Un athlète, des fois, il te dit « je vais être champion olympique », mais en vrai... Même lui, il n'y croit pas. C'est souvent. Après, en même temps, celui qui ne le dit pas, qu'est-ce que tu fous là, quoi. Donc, c'est dur. Hein. C'est dur. Hein. D'être champion, c'est dur. En fait, on idéalise la vie d'un champion. On idéalise un Mbappé, mais les contraintes, elles sont monstrueuses. Pour être ce qu'est Mbappé, je peux te dire que le mec, à un moment donné, il a fait mieux, il a fait plus et mieux. Encore une fois, la quantité de qualité, toute sa vie, il a œuvré pour ça. C'est pas venu comme ça. Hein. C'est pas un don du ciel. Hein. Je crois pas au don du ciel. Ok. Quelle formation tu conseillerais aux entraîneurs de tout sport qui nous écoutent? Formation de la vie, de l'expérience, formation. Il faut se former un maximum sur tous les sujets qui peuvent amener un plus à la performance. Et je connais parmi les collègues des gens qui se forment, et pourtant qui ont déjà des bagages, hein, mais qui sont là tout le temps à aller chercher de l'information, HRV, le machin, le truc, hein, la préparation physique, la préparation mentale, l'hypnose, la nutrition. Le mec là, il a tout compris. Lui, celui qui est en train de faire ça là aujourd'hui, là, qui est en train de remplir son sac d'informations. Le jour où il va pouvoir ressortir la qualité de tout ce qu'il a appris et d'en faire sa sauce, parce que tu peux apprendre tout ce que tu veux en théorie. Après, ce qui est beau et ce qui est fort, c'est d'être capable de t'en servir. Tu peux avoir lu tous les livres du monde, si tu n'as pas été capable de transmettre ce que tu as lu, c'est difficile. Ouais, je dirais que la formation, elle doit être faite tout au long de sa vie et des fois on s'en aperçoit même pas, mais ce matin en regardant Fred Demonf travailler, j'étais en formation. Ouais. Est-ce que tu as un livre à conseiller justement? Moi j'aime lire tout ce qui
Qu'est-ce que j'ai... Le dernier truc que j'ai lu, ça n'avait absolument rien à voir avec le sport de haut niveau. Donc, mais en tout cas, dans l'approche psychologique... Même si c'est pas un livre sur le sport. Hein. Kilomètre zéro. Ok. Kylian Jornet. Comment ? C'est sur Kylian Jornet, non ? C'est pas ça ? Non. Kilomètre pas zéro, c'est... comment elle s'appelle ? Maud... Je vais te dire une bêtise. Mais Kilomètre zéro, c'est sur la philosophie de la vie, sur une manière d'appréhender les échecs et la vie en général. C'est super intéressant. Est-ce que tu as un conseil à donner aux entraîneurs qui nous écoutent ? Formez-vous, osez, prenez du plaisir, faites prendre du plaisir aux autres. Et ne vous mettez pas de limites et ne mettez pas de limites aux gens que vous suivez. Je te laisse le mot de la fin. Merci à vous de m'avoir reçu, d'avoir parlé de sport avec tant de passion. Et puis vive le sport, vive la France et vive Paris 2024. Stéphane, merci. Salut. J'espère que l'épisode t'aura plu et que ça t'aidera à mieux gérer ton club et avoir quelques pistes pour trouver des financements et comment rendre tes athlètes plus performants. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine et en attendant, tu peux t'inscrire sur la newsletter et sur nos réseaux sociaux pour retrouver nos événements privés. Salut!